Ok, let's go. Bienvenue sur le Rookscast épisode 10. Et aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet qui, je l'espère, va transformer radicalement votre rapport à votre corps et au mouvement. Et c'est un sujet très touchy qui commence à me casser les bonbons. Alors aujourd'hui, on va surtout déconstruire ensemble un des mythes les plus tenaces et les plus paralysants de notre société moderne occidentale. Et c'est le mythe, comme le dit dans le titre, du faux mouvement. Et vous l'avez forcément entendu ou vous l'avez sans doute prononcé vous-même, du style j'ai fait un faux mouvement ou attention à ne pas faire un faux mouvement quand tu te relèves, je me suis bloqué le dos en me baissant pour ramasser mon stylo, c'est sans doute un faux mouvement. Et cette expression, elle est si ancrée dans notre vocabulaire qu'elle semble être une évidence. Mais qu'est-ce qui se passe si je vous dis que le faux mouvement tel qu'on le conçoit généralement, c'est du pur bullshit? Ben oui. Attention, je ne dis pas que la douleur n'existe pas, je ne dis pas que les blessures n'existent pas, mais ce que je remets en question, c'est cette idée terrifiante que votre corps serait si fragile, si mal conçu, qu'un petit geste du quotidien pourrait le casser, que se pencher d'une certaine manière, de tourner la tête un peu trop vite ou de soulever un objet, même léger comme un stylo, avec une mauvaise posture entre guillemets, des gros guillemets, pourrait vous condamner à des semaines de douleur? Non, c'est pas possible. Alors au programme de cet épisode, on va d'abord démystifier ce qu'on appelle le faux mouvement et comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps quand vous avez mal. Et ensuite, on va explorer les capacités extraordinaires d'adaptation de votre organisme, de votre corps, face à des nouvelles contraintes, face à de nouveaux efforts. Et ensuite, on parlera justement de la progression de la mise en charge et de pourquoi c'est la clé pour construire un corps résilient. Et enfin, je vous proposerai une nouvelle façon de penser le mouvement et la douleur qui pourrait peut-être bien vous libérer de nombreuses peurs. Ok, alors installez-vous confortablement, l'épisode va être un petit peu dense, mais préparez-vous surtout à reconsidérer tout ce qu'on vous a raconté sur votre dos, sur vos articulations et sur votre prétendue fragilité, parce qu'il est temps que tout ça cesse. Alors on va commencer par une scène classique. Il est 7 h du mat, vous sortez du lit, vous vous penchez pour ramasser votre chaussette, et soudain, une douleur fulgurante vous prend dans le bas du dos. Et vous êtes figé, chaque mouvement est une torture, et dans votre tête, le diagnostic il est immédiat. J'ai fait un faux mouvement. Et cette explication, elle semble parfaitement logique, parce que vous étiez bien il y a 2 secondes, vous vous êtes penché d'une mauvaise façon, entre guillemets toujours, et maintenant vous avez mal. Donc c'est QFD. Le mouvement était faux, et donc il a causé la douleur. Votre dos, cette structure manifestement défectueuse, n'a pas supporté ce geste pourtant banal. Mais si on creuse un peu l'histoire, premièrement, vous vous êtes penché pour ramasser quelque chose des milliers de fois dans votre vie. Alors pourquoi ce mouvement-là, ce matin-là, il aurait soudainement été catastrophique? Qu'est-ce qui le rendait plus faux que tous les autres? Et deuxièmement, le mouvement en question, il n'avait rien d'extrême. Vous n'étiez pas en train de soulever un piano, de déménager la machine à laver ou de faire de la gym acrobatique. Vous ramassiez une chaussette. Est-ce qu'il est vraiment raisonnable de penser que l'être humain, résultat de millions d'années d'évolution, soit incapable de se pencher sans se blesser? Mais alors qu'est-ce qui se passe réellement dans ces situations? Et la vérité, elle est à la fois plus complexe et beaucoup plus rassurante que ce sacré mythe du faux mouvement qui est éclaté, vous l'aurez compris. Et dans la majorité des cas, quand vous avez soudainement mal au dos, au cou ou ailleurs, je ne sais quoi, après un geste banal, vous n'avez rien cassé, vous n'avez pas déplacé une vertèbre, sinon vous seriez tétraplégique. On ne déplace pas les vertèbres au passage, il faut le redire. Et vous n'avez pas non plus déchiré un muscle. Vous n'avez pas créé instantanément une hernie discale. Non, ça prend du temps aussi. Ce qui s'est produit, c'est ce qu'on appelle un spasme musculaire protecteur. Votre système nerveux, pour diverses raisons qu'on va explorer justement, il a perçu une menace potentielle et il a déclenché une contraction massive et involontaire des muscles de la région concernée. C'est juste une réaction de protection. Votre corps se dit attention, quelque chose ne va pas ici, on va tout verrouiller pour éviter quelque chose de plus important, un dommage potentiellement plus important. C'est comme un système d'alarme qui se déclenche, rien de plus. Et cette contraction musculaire intense, elle est extrêmement douloureuse, on est bien d'accord. Et elle peut vous empêcher de bouger normalement pendant plusieurs jours. Mais elle ne signifie en aucun cas que vous avez endommagé une structure. C'est juste une réponse et ce n'est pas du tout une blessure. Mais alors, pourquoi cette alarme, elle s'est déclenchée? Si le mouvement lui-même n'est pas la cause, d'où est-ce que ça peut venir? Et la réponse, elle ne va pas tenir en une seule réponse, mais c'est un ensemble de facteurs qui ont préparé le terrain. Parfois, pendant des semaines, voire des mois, le mouvement qui a déclenché la douleur n'est que la petite goutte d'eau qui est venue faire déborder le vase. Ce n'est pas la cause réelle du problème. Si vous pensez à votre dos par exemple, peut-être que vous avez passé les dernières semaines assis 8 heures par jour devant un ordi dans une position relativement statique.
Vos muscles du dos, ils n'ont pas été sollicités. Ils se sont affaiblis et ils sont devenus moins tolérants à l'effort. Donc, votre mobilité derrière, elle s'est réduite. Vos disques intervertébraux, qui aiment le mouvement et la variabilité, ils ont été comprimés dans la même position pendant des heures, pendant des jours. Et peut-être aussi que la nuit précédente, vous avez mal dormi. Le manque de sommeil augmente la sensibilité à la douleur. C'est un fait scientifiquement établi. Votre système nerveux, il est plus réactif, il est plus prompt à déclencher des alarmes quand vous êtes HS. Peut-être que vous êtes stressé aussi pour un projet au travail, une situation familiale difficile, il faut le dire, ça arrive. Le stress psychologique augmente la tension musculaire de base et rend votre système nerveux plus vigilant et donc plus protecteur. Peut-être que vous n'avez pas fait d'activité physique significative depuis des mois aussi et que votre corps il a progressivement perdu de sa capacité à gérer des charges, même si celle-ci, elle semble très modeste. Et puis ce matin-là, quand vous penchiez pour ramasser la chaussette, le mouvement en lui-même, il est inoffensif. Mais votre système nerveux, qui était déjà sur les dents, il perçoit ce geste comme potentiellement menaçant dans le contexte de déconditionnement, de fatigue, de stress qu'on a évoqué juste avant. Et il va appuyer sur le bouton panique. On a un spasme musculaire, une douleur, une immobilisation, échec et mat. Mais le mouvement n'était pas faux. Il était juste le déclencheur d'une réaction dans un système qui était déjà fragilisé par tous les autres facteurs. Alors vous pourriez vous dire, ok, mais peu importe la cause exacte, j'ai mal, c'est tout ce qui compte. On est d'accord. Mais la façon dont on comprend notre douleur a des conséquences majeures sur notre comportement et notre guérison. Si vous croyez avoir fait un faux mouvement et endommager votre dos, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir peur, vous allez éviter de bouger et vous vous dites que vous devez protéger votre dos qui est déjà fragile. Donc vous commencez à surveiller votre dos de manière obsessionnelle pour chaque mouvement en cherchant la bonne façon entre guillemets de vous pencher, de vous tourner, de soulever quoi que ce soit. Alors qu'il n'y a rien. Et cette peur, cet évitement du mouvement, ça a un nom, c'est la kinésiophobie. C'est une des causes principales de douleurs chroniques. En évitant de bouger, vous affaiblissez encore plus vos muscles, vous perdez en mobilité, vous renforcez dans votre cerveau l'idée que le mouvement est dangereux. Et vous allez juste créer un cercle vicieux dont il va être de plus en plus difficile de sortir. Et en plus, cette hypervigilance au bon mouvement, elle va créer en elle-même du stress et de la tension. Chaque geste va devenir une performance technique à optimiser, une source d'anxiété que vous allez développer. Et cette anxiété elle-même, elle va augmenter la tension musculaire, la sensibilité à la douleur, et vous êtes complètement en train de rentrer dans ce cercle vicieux. Donc le mythe du faux mouvement, il va transformer un épisode de douleur aiguë qui aurait pu se résoudre en quelques jours, avec juste du mouvement, en une condition chronique handicapante. Et on va aller plus loin et on va dire qu'il n'y a pas de mauvaise posture. Si on va s'attarder un petit peu sur ce concept de faux mouvement, il y a aussi le mythe de la mauvaise posture, qui est tout aussi éclaté. Il est temps de poser les vrais termes dessus. Et on vous a probablement dit que toute votre vie, il existe une bonne posture assise, une bonne façon de se tenir debout, une bonne technique pour soulever des objets. Dos droit, épaule en arrière, plier les genoux, garder la charge près du corps et j'en passe. Non, c'est bon, ça suffit. C'est de la merde. Donc soyons clairs, il n'y a rien de fondamentalement faux avec ces recommandations dans certains contextes. Quand vous soulevez régulièrement des charges très lourdes, et dans un cadre professionnel par exemple, certaines techniques peuvent effectivement réduire la fatigue et le risque de blessure. Mais le problème, c'est qu'on a généralisé ces principes à l'ensemble de la vie quotidienne, créant l'idée qu'il existe des postures et des mouvements intrinsèquement dangereux. Et les recherches scientifiques ne soutiennent tout simplement pas cette idée. Des études ont montré qu'il y a une corrélation forte entre la posture assise et la douleur au dos. Des gens avec une posture parfaite ont mal au dos. Des gens affalés dans leur canapé n'ont aucune douleur. La posture n'est pas le facteur déterminant. En réalité, la meilleure posture, c'est celle que vous allez changer régulièrement. Votre corps, il a été conçu pour le mouvement, pour la variabilité. Rester figé dans une position, même une position techniquement correcte, pendant des heures, c'est ça le problème. Ce n'est pas la forme de cette posture, de cette position, c'est juste le fait qu'elle soit maintenue. Et c'est ça qui est en train de réduire complètement à néant vos capacités physiques. Votre corps, il est adaptable, il est tolérant, il est robuste. Il peut gérer une immense variété de positions et de mouvements. Ce qu'il gère mal, c'est la monotonie prolongée et le déconditionnement. Et c'est tout simplement votre mode de vie actuel. Donc, je suis désolé, mais c'est ça, un faux mouvement et une bonne posture, ça n'existe pas du tout. Donc maintenant qu'on a démoli ce mythe, il est temps de parler de ce que votre corps peut faire. Et croyez-moi, c'est relativement impressionnant. Votre corps, c'est une machine d'adaptation extraordinaire. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, et ici on va aller plus loin, chaque seconde, il ajuste sa structure et sa fonction en réponse aux demandes que vous lui imposez. C'est ce qu'on appelle la plasticité adaptative.
Et c'est juste un des principaux fondements de la physiologie humaine. Cette capacité d'adaptation, elle va s'opérer à tous les niveaux, au niveau cellulaire, au niveau du métabolisme de vos cellules, au niveau de la production des protéines, au niveau du tissu, de vos muscles, de vos tendons, de vos os, de vos cartilages. Tous ces éléments vont changer leur composition et leur structure en fonction de ce que vous leur mettez dans la tronche. Au niveau systémique, votre système cardiovasculaire, votre système nerveux, votre système endocrinien, tous ces éléments vont s'ajuster en fonction de ce que vous faites. Le principe, il est simple et il est très puissant. Ce que vous utilisez se renforce, ce que vous n'utilisez pas s'affaiblit. C'est la loi du use it or lose it. Et pour comprendre à quel point cette adaptation elle est puissante, on va juste prendre un cas complètement extrême. Les astronautes. Quand un astronaute passe plusieurs mois dans l'espace, en apesanteur, son corps subit des transformations spectaculaires. Ses os perdent de la densité à un rythme d'environ 1 à 2% par mois. Ses muscles s'atrophient, particulièrement ceux des jambes et du dos qui ne servent plus à lutter contre la gravité. Son système cardiovasculaire se déconditionne. Le cœur n'a plus à pomper le sang contre la pesanteur. Et au retour sur Terre, ces astronautes ont littéralement du mal à tenir debout. Ils doivent passer des mois en rééducation intensive pour retrouver leur capacité initiale. Et cette histoire elle pourrait sembler effrayante et preuve de la fragilité du corps humain, mais si vous la regardez sous un autre angle, ces changements sont une adaptation parfaite. Dans un environnement sans gravité, avoir des os hyper denses et des muscles puissants, c'est inutile et c'est coûteux en énergie. Donc le corps, rationnellement, il va se réorganiser pour être optimal dans son nouvel environnement. Il s'adapte. Et le plus remarquable, c'est que si on va plus loin, quand ils retournent sur Terre, avec de l'entraînement, ces astronautes récupèrent leurs facultés initiales avant le départ. Les os se reminéralisent, les muscles se reconstruisent, le corps se réadapte à nouveau au nouvel environnement, aux demandes terrestres, à la gravité. Donc si le corps peut s'adapter à des conditions aussi extrêmes que l'absence de gravité, imaginez ce qu'il peut faire face aux défis modestes de votre vie quotidienne. Si on prend un autre exemple, on va prendre les os. On a parlé d'ostéoporose dans un précédent podcast, maintenant on va y revenir. Beaucoup de gens pensent à leur os comme à des structures inertes, un peu comme la charpente d'une maison. Et en réalité, vos os, ce sont des tissus vivants, dynamiques et qui vont se remodeler en permanence. À chaque instant, vous avez deux types de cellules osseuses au travail. Les ostéoclastes qui vont détruire votre ancien os et les ostéoblastes qui vont construire un nouvel os. Et c'est un processus perpétuel de déconstruction, reconstruction, déconstruction, reconstruction. Vos squelettes entiers se renouvellent complètement tous les 10 ans environ. On n'est pas figé dans le temps. Et ce remodelage, il n'est pas aléatoire. Il va suivre une loi remarquable découverte par l'ingénieur allemand Julius Wolf au 19e. Cette loi, elle va juste stipuler que l'os se modèle en fonction des contraintes mécaniques qu'il subit. Là où vous appliquez du stress sur l'os, il va devenir plus dense, plus résistant. Là où il n'y a pas de stress, il va devenir plus fragile. Et c'est pour cela que les joueurs de tennis ont une densité osseuse plus élevée dans leurs bras dominants. C'est pour ça que les coureurs ont des os des jambes plus denses. C'est pour ça que l'alitement prolongé conduit à l'ostéoporose. C'est pour ça qu'une position assise prolongée la journée conduit à une déminéralisation également. Votre squelette se sculpte en fonction de votre vie. Ce n'est pas une donnée figée dans le temps avec laquelle vous devez vivre, mais c'est une structure dynamique que vous pouvez influencer par ce que vous faites chaque jour, chaque instant. Et si les os s'adaptent, les muscles vont le faire encore plus rapidement. Si on commence un programme de musculation, en quelques semaines, vous verrez des changements. Au début, les gains de force sont principalement neurologiques, comme on l'a vu également dans un précédent podcast. Mais votre système nerveux, il va apprendre donc à recruter plus efficacement les fibres musculaires qui existent déjà. Mais petit à petit, c'est les muscles eux-mêmes qui vont grossir. C'est l'hypertrophie. Schwarzenegger n'est pas né comme ça. Il a travaillé, il a développé, il a façonné son corps pour arriver à ce stade. Au niveau cellulaire, ce qui se passe, c'est complètement extraordinaire. Les fibres musculaires, elles augmentent en diamètre. Elles produisent plus de protéines contractiles, plus de mitochondries pour générer de l'énergie. Des nouvelles connexions neuromusculaires vont se former. Les capillaires sanguins vont se développer pour pouvoir apporter à tout ce muscle, à toutes ces cellules, les nutriments nécessaires. Et ce processus, il est remarquablement spécifique. Si vous entraînez en endurance, vos muscles vont se développer pour arriver à gérer l'endurance. Vous allez avoir plus de mitochondries et une meilleure capacité oxydative. Si vous entraînez pour la force explosive, pour soulever une charge importante une fois, vous allez développer plus de fibres à contraction rapide. Votre corps, il ne va pas juste s'adapter de manière générale, mais il va s'adapter de manière ciblée à la demande spécifique que vous lui mettez dans la tronche. Et à l'inverse, si vous arrêtez d'utiliser un muscle, il va s'atrophier rapidement. Quelques semaines d'immobilisation, quand vous avez un plâtre, ça suffit pour perdre une portion significative de masse musculaire et osseuse.
C'est pas un défaut de conception, c'est une efficience. Le tissu musculaire est coûteux à maintenir. Si vous ne l'utilisez pas, votre corps il rationalise ses ressources. Et on a parlé de l'adaptation du système nerveux dans le muscle, et justement l'adaptation la plus sophistiquée va se produire au niveau du système nerveux. Votre cerveau, votre moelle épinière sont incroyablement plastiques. Quand vous apprenez un nouveau mouvement, que ce soit jouer du piano, jongler ou faire un squat parfait s'il vous plaît, on ne s'arrête pas à la parallèle, vous allez créer littéralement de nouvelles connexions neuronales. Les synapses vont se renforcer, les connexions entre vos neurones vont se renforcer. Il y a des nouvelles voies nerveuses qui vont s'établir, et les représentations corticales des parties du corps qui sont impliquées dans le mouvement vont se développer et grandir également. Il y a des études d'imagerie cérébrale qui ont montré que les chauffeurs de taxi londoniens qui doivent mémoriser un dédale de rues et de ruelles complexes ont un hippocampe, et je ne parle pas de la bestiole mais bien de la région du cerveau qui est impliquée dans la navigation spatiale, et bien cet hippocampe il est significativement plus développé que la moyenne. Et de même, les musiciens professionnels ont des cortex moteurs et auditifs élargis. Et cette plasticité, elle ne va pas se limiter à l'apprentissage moteur, mais elle concerne aussi la perception de la douleur, comme on en a parlé dans un autre podcast encore une fois. Si vous avez peur d'un mouvement, si vous l'associez à la douleur et au danger, votre cerveau il va amplifier les signaux douloureux associés à ce mouvement. C'est un mécanisme protecteur, mais qui peut devenir contre-productif et à l'inverse contribuer à une chronicisation de la douleur. Mais à l'inverse, si vous réexposez progressivement votre corps à des mouvements, dans un contexte rassurant, contrôlé, vous allez pouvoir réentraîner votre cerveau à ne plus percevoir ces mouvements comme dangereux. Et la douleur diminue, non pas parce que vous avez réparé une structure endommagée, puisqu'il n'y en a pas, mais parce que vous avez changé la façon dont votre système nerveux va traiter l'information. Donc un point crucial à comprendre, c'est que l'adaptation, elle est là. Mais un autre point crucial, c'est qu'elle n'est pas instantanée. Votre corps, il ne se transforme pas du jour au lendemain. C'est un processus qui prend du temps et il faut savoir être patient. Quand vous commencez une nouvelle activité, il y a toujours une période de transition où votre corps il est en train de s'adapter. Vous n'êtes pas passé de 0 à 21 km en course à pied en vous levant le matin. C'est pendant cette période où vous êtes le plus vulnérable. Pas parce que l'activité est intrinsèquement dangereuse, mais parce que votre corps n'a pas encore eu le temps de se renforcer pour y faire face. Et bien, c'est exactement comme développer des cales sur les mains. C'est quand vous commencez à faire de l'escalade, il n'y a rien. Vous avez une peau de bébé fragile et elle peut se déchirer. Mais si on persiste, elle va s'épaissir, devenir résistante. L'activité n'a pas changé, mais votre peau, votre corps s'est adapté. Et vos tissus s'adaptent de la même manière, ils fonctionnent de la même manière. Si vous leur donnez le temps nécessaire et le stimulus approprié, en bonne mesure, ils vont s'adapter correctement. Et la question qui va se poser, ça va être comment créer les bonnes adaptations? Comment construire un corps fort, résilient et capable de gérer une large variété de mouvements et de contraintes sans se blesser? Et bien la question, elle tient en une réponse, c'est ce qu'on appelle la surcharge progressive. L'idée, elle est la suivante. Pour stimuler une adaptation positive, vous devez imposer à votre corps une demande légèrement supérieure à ce qu'il peut confortablement gérer actuellement. Pas tellement supérieure que vous alliez vous blesser ou que vous ne puissiez pas récupérer, mais suffisamment pour que votre corps reçoive le message et il va le traiter sous forme de « Ok, je dois me renforcer à ce niveau-là ». Et une fois que votre corps s'est adapté à cette nouvelle demande, vous allez augmenter à nouveau légèrement et ainsi de suite par des petites progressions de manière constante. Vous allez construire des capacités qui sont extraordinaires derrière. Et c'est le principe fondamental derrière tout entraînement physique efficace, que ce soit la muscu, le running, la gym ou quoi que ce soit. Mais c'est aussi le principe qui devrait guider votre approche générale du mouvement dans la vie quotidienne. Mais il reste la question de comment le quantifier. Alors en pratique, on peut appliquer la règle des 10%. Parce qu'il existe plusieurs règles empiriques plutôt utiles. En course à pied, par exemple, une règle classique, justement, c'est de ne pas augmenter votre volume hebdomadaire de plus de 10% par semaine. Si vous courez 20 km cette semaine, vous allez monter à 22 max la semaine prochaine et pas 30 du jour au lendemain. Cette règle des 10%, ce n'est pas une loi immuable, on est d'accord. C'est heuristique, une ligne directrice pour vous guider dans une zone où vous stimulez l'adaptation sans dépasser la capacité de récupération de votre corps. Le chiffre exact importe moins que le principe sous-jacent. On est d'accord, la progression, elle doit juste être graduelle. Les blessures, elles surviennent très souvent quand les gens font des sauts trop importants, trop rapidement. Le coureur qui ne courait pas depuis 6 mois, 1 an et qui décide de faire un semi, il y a des grands risques qui finissent pas. La personne qui est sédentaire, qui va se lancer dans un programme de crossfit intensif, il y a des chances qu'elle finisse avec une épaule en moins. Ou un genou, au choix. Si c'est un travailleur de bureau qui va aider un ami à déménager, qui va porter des meubles lourds pendant 8 heures, il y a des risques que le lendemain, effectivement, il ne se lève pas trop tranquillement.
Donc dans ces scénarios, en soi, ce n'est pas l'activité qui est dangereuse, mais c'est le décalage entre les capacités actuelles du corps et les demandes qui sont imposées, qui deviennent trop importantes trop rapidement. Il n'y a pas eu de progression, il y a eu un saut dans le vide finalement. Et un effort qui est souvent négligé dans la surcharge progressive, c'est que l'adaptation ne se produit pas pendant l'effort, mais pendant la récup qui s'ensuit. Donc, n'oubliez pas que le repos, c'est important. Quand vous sollicitez votre corps trop intensément, vous allez créer un stress, une perturbation de l'homéostasie, qui est le rythme, entre guillemets, basal de votre corps. Vous allez engager des micro-dommages au niveau des fibres musculaires, vous allez épuiser les réserves énergétiques, vous fatiguez votre système nerveux, et donc sur le moment, vous vous sentez plus faible, vous avez besoin de récup. Et c'est pendant les heures et les jours qui vont suivre que la magie opère. Votre corps, il va réparer les petits dommages et il les répare pour qu'ils soient un petit peu plus forts qu'avant. Okay, il va reconstituer ses réserves, faire un petit surplus au cas où, renforcer les connexions nerveuses, développer un petit peu plus de muscles, et c'est le principe de surcompensation. Mais cette surcompensation, elle nécessite des ressources, qui, à savoir le temps, le sommeil et la nutrition adéquate. Et un stress psychologique gérable aussi. On n'oublie pas le côté mental. Donc si vous ne fournissez pas ces ressources, si vous accumulez du stress sans récup suffisante, vous n'allez pas obtenir l'adaptation de manière positive. Vous allez juste obtenir un surentraînement, un surmenage, de la fatigue chronique et éventuellement des blessures. Et c'est pour ça que les athlètes de haut niveau ne s'entraînent pas à fond tous les jours. Ils vont alterner des phases d'intensité élevée et des phases de récupération active. Ils vont dormir correctement, 8 heures, 10 heures s'il faut, en fonction de leur rythme. Ils prennent soin de leur nutrition, ils vont gérer leur stress. Vous n'êtes pas un athlète de haut niveau, sans doute, mais les principes sont les mêmes. Peu importe, la seule différence, c'est que eux, c'est leur job, et que vous en avez un autre à côté. Donc si vous voulez que votre corps s'adapte positivement à vos activités, vous devez respecter ses besoins de récupération. Et il ne faut pas oublier que l'adaptation, elle est spécifique. Votre corps va s'adapter uniquement aux demandes que vous lui imposez. Si vous ne faites que du vélo, vous serez excellent dans du vélo, mais vous ne serez pas forcément bon en course à pied ou en natation. Si vous faites que des exercices dans un plan du mouvement, par exemple uniquement des flexions-extensions, vous ne serez pas très fort dans les mouvements de rotation ou de flexion latérale. Et cette spécificité, elle a des implications importantes. Parce qu'elle veut dire que si vous voulez avoir un corps robuste, résilient, dans une variété de contextes, vous devez l'exposer à une variété de contextes, de mouvements et de contraintes. Et c'est un des problèmes de notre vie quotidienne. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont des vies extrêmement spécialisées sur le plan moteur. Vous êtes assis devant un ordinateur 8 heures par jour. Vous allez marcher un petit peu peut-être. Avoir votre séance de course à pied à la fin de la journée, et ça va engendrer que votre corps ne va s'adapter qu'à un régime très limité de mouvement. Et puis un jour, vous allez devoir faire quelque chose d'inhabituel, jouer au foot avec des amis, grimper une montagne en randonnée, faire un déménagement, donc déplacer la machine à laver, etc. J'en passe. Et à ce moment-là, votre corps ne va pas être adapté à ces demandes et il va mal réagir. Et la solution, ça ne va pas être d'éviter toute activité inhabituelle par peur du faux mouvement justement. Ce serait tout l'inverse. La solution, ça va être de cultiver la variabilité, de bouger de différentes façons, de défier votre corps dans différents plans de mouvement, à différentes vitesses, avec différentes charges. Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète polyvalent de haut niveau, c'est pas ce qu'on cherche. Mais on veut intégrer de la variabilité dans notre vie motrice. Et ça va rendre votre corps plus adaptable et moins susceptible de mal réagir à l'inattendu. Et, paradoxalement, ça pourra vous aider à exceller, à performer davantage dans votre sport. Parce que vous allez explorer des points qui ne sont pas spécifiques, qui vont amener une globalité qui sera plus performante. Parce qu'on l'a vu, en essayant de trop protéger le corps, vous le rendez juste plus fragile. Si vous avez peur de vous blesser au niveau du dos, vous allez éviter de le solliciter et vous n'allez plus rien soulever. Vous allez juste limiter vos activités. Mais rappelez-vous la loi du use it or lose it. En ne sollicitant pas votre dos, vous l'affaiblissez. Vos muscles dorsaux vont s'atrophier, vos disques intervertébraux, privés du mouvement qui les nourrit, vont dégénérer plus rapidement et votre mobilité, elle va se réduire. Votre système nerveux n'est plus habitué à bouger, il va devenir plus réactif à la douleur et surtout trop protecteur. Et le résultat, il va être simple. C'est que votre dos, ça va être un dos de bébé. Vous n'allez plus rien pouvoir faire avec. Pas à cause d'une pathologie, mais juste à cause de votre tentative de protection qui vous a rendu complètement faible. Désolé, mais il faut le dire. Et c'est le même paradoxe avec le système immunitaire. Un enfant qui est élevé dans un environnement stérilisé, qui est protégé de tout, il ne va pas développer un système immunitaire fort. Il va juste développer un système immunitaire fragile, qui va réagir de manière excessive à des menaces qui sont mineures. C'est l'exposition contrôlée aux pathogènes qui va entraîner l'immunité. C'est le concept du vaccin finalement, mais version naturelle.
Et de même, l'exposition progressive et contrôlée à des charges mécaniques, c'est ce qui va construire un système musculo-squelettique robuste. Et au-delà de l'adaptation physique, la progression elle va avoir un effet psychologique crucial. Elle va construire une confiance en vous-même, en votre corps. Quand vous progressez graduellement, quand vous réalisez que vous pouvez aujourd'hui faire des choses que vous ne pouviez pas faire il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, quand vous constatez que le fait de bouger, ça ne va pas vous flinguer, mais que ça va vous renforcer au contraire, et bien votre relation au moment, elle va complètement changer. Et vous allez passer d'une posture de peur et d'évitement à une posture de confiance et d'exploration. Et vous allez arrêter de voir votre corps comme quelque chose de fragile, parce que c'est tout l'inverse. Et vous allez commencer à avoir quelque chose d'adaptable, de fiable, sur lequel vous pouvez vous baser et avoir confiance en vous-même, en votre corps. Et cette confiance, elle a donc des effets psychologiques. Elle réduit l'activation du système nerveux sympathique, qui est votre système d'alarme dont on a parlé précédemment. Elle va diminuer la tension musculaire de base et modifier la façon dont votre cerveau va traiter les signaux nociceptifs, ce qui va permettre de réduire la douleur. Il y a des études qui ont montré que les croyances que les gens ont sur leur dos sont un meilleur prédicateur de leur handicap futur que l'état réel de leur dos vu à l'imagerie. Si vous croyez que votre dos est fort et résilient, vous aurez probablement moins de problèmes que quelqu'un qui croit que son dos est fragile, même si vous avez objectivement plus de dégénérescence visible, par exemple au scanner. Vos croyances vont façonner la réalité. Et la progression dans la mise en charge, c'est un moyen puissant de transformer vos croyances. C'est ce dont on a parlé aussi en partie dans le conditionnement mental. Épisode précédent du podcast. Alors, il va falloir se libérer de cette obsession de la bonne technique, du mouvement parfait, cette quête de perfection motrice qui va créer plus de problèmes qu'elle n'en résout. Parce que oui, dans certains contextes de haute performance ou de charge extrême, la technique compte. Un haltérophile olympique doit avoir une technique impeccable pour avoir les 200 kg au-dessus de la tête. Un gymnaste de haut niveau doit exécuter ses mouvements avec précision. La croix de fer ne vient pas du jour au lendemain. Mais dans la vie quotidienne, je ne pense pas qu'il y ait des bonnes ou de mauvaises façons de ramasser un objet, ou de mal s'asseoir, ou de marcher. Il y a une infinité de façons et elles sont toutes acceptables tant que vous n'êtes pas en train d'imposer une charge qui dépasse significativement votre capacité actuelle. Votre corps est conçu pour la variabilité. Chaque fois que vous faites un mouvement légèrement différent, vous sollicitez des structures légèrement différentes. Vous allez créer une distribution différente des charges. Et c'est cette variabilité qui est protectrice. Elle évite que les mêmes structures soient toujours sursollicitées de la même manière. Et au contraire, plus vous allez solliciter ces structures de la même manière, plus vous risquez de vous blesser. Les blessures de surcharge surviennent souvent précisément dans les mouvements ultra spécifiques et stéréotypés. Un coureur qui fait exactement la même foulée 50 000 fois développe une blessure de surutilisation. Le travail à la chaîne qui répète le même geste toute la journée développe des troubles musculo-squelettiques. C'est au contraire à ce moment-là que vous risquez de vous blesser. Donc il est temps de changer le paradigme. Au lieu de voir le mouvement comme une tâche technique à optimiser, vous allez juste le voir comme une exploration. Les enfants, par exemple, ils vont bouger naturellement de cette façon. Ils explorent, ils testent, ils roulent, ils tombent, ils se baladent, ils se balancent, ils grimpent, ils se tordent dans toutes les directions. Et ils ne vont pas se demander quelle est la bonne technique. Ils vont juste découvrir que leur corps peut le faire. Et leur corps va s'adapter pour qu'ils puissent faire davantage par la suite. Et c'est ça qui est important. Et c'est dans ce processus exploratoire qu'ils vont construire une base motrice extraordinaire, riche, diverse. Ils vont développer leur force, leur mobilité, leur coordination, l'équilibre. Et ils vont apprendre à tomber sans se blesser, à rattraper leur équilibre, à improviser. Et en grandissant, on leur dit de s'asseoir tranquille, de se tenir droit, de ne pas bouger. Donc progressivement, ce répertoire moteur qui était riche, extrêmement important, il va juste s'appauvrir. Parce que les adultes que nous devenons bougent dans une gamme restreinte de mouvements familiers, sûrs, classiques. Alors qu'est-ce qui se passe si on retrouve un petit peu cette curiosité motrice? Si on prend le temps, de temps en temps, de bouger de manière un peu différente. Juste de varier les positions quand on est au sol, d'essayer de s'accroupir, de faire un squat profond. Ok, ça va être inconfortable au début. On va pas être à l'aise. Mais c'est, encore une fois, petit à petit qu'on va pouvoir progresser dans la démarche. De marcher pieds nus sur différentes surfaces pour stimuler la proprioception, de grimper un arbre, grimper un rocher comme si on était un enfant, de vous suspendre à une barre, de rouler au sol comme quand on était enfant. Et bien, ces explorations, si vous les réalisez régulièrement et progressivement, on insiste encore une fois et toujours sur ce terme, vous allez enrichir ce répertoire moteur et renforcer votre corps de manière diverse. Et surtout, vous allez changer votre relation au mouvement. Vous allez passer d'une peur à de la curiosité, d'un corps rigide à un corps plus souple. L'idée, ça ne va pas être de dire « Ok, quel mouvement je dois faire ?» Non, ça va être juste de laisser votre idée, votre imagination se faire. Comment je peux bouger? Comment je peux faire ça? Est-ce que je peux encore faire une roulade? Ok. Et si là je tourne à gauche? Et si là je tourne à droite? Il faut repenser aussi votre relation à la douleur. La douleur n'est pas l'ennemi, c'est juste un signal, une information. Quand vous avez mal, pendant ou après le mouvement, votre corps vous dit juste quelque chose. Mais pas nécessairement
tu t'es blessé, il faut tout arrêter. Il peut vous dire, c'est un petit peu trop pour moi aujourd'hui, on va y aller plus tranquille, ok? Ou je suis pas habitué à ça, laisse-moi le temps de m'adapter, ou je suis un peu fatigué, stressé, là ça va me rendre un peu plus sensible. Il faut que vous puissiez apprendre à écouter et à interpréter ces signaux. C'est une compétence très précieuse. Ça nécessite de l'attention, de l'expérimentation et de l'auto-observation, mais derrière, vous aurez un feedback beaucoup plus intéressant. Une douleur qui est aiguë et intense, qui vous empêche de bouger, mérite une attention. On est d'accord. C'est un signal d'alarme fort. Mais même dans ce cas, rappelez-vous que la douleur ne signifie pas automatiquement que c'est un problème important. Souvent, c'est juste une réaction protectrice qui va se calmer dans quelques jours. Une douleur qui est légère ou modérée, qui apparaît pendant l'exercice mais qui ne s'aggrave pas et qui va se calmer vite, c'est souvent acceptable. Dans la petite citation No pain, no gain, celle-ci elle est un petit peu excessive, dangereuse si jamais on va trop loin. Mais il y a une part de vérité, un certain inconfort fait partie du processus d'adaptation. La clé, c'est d'apprendre à naviguer dans cette zone grise où vous vous défiez sans vous écraser. Et cette compétence, elle se développe juste avec de l'expérience et de l'attention. Il nous faut du temps, encore et toujours. Et un point crucial qui est souvent négligé, c'est justement cette expérience de la douleur et de la blessure qui est profondément influencée par le contexte dans lequel vous bougez. Le même mouvement peut être perçu très différemment en fonction du moment où vous le faites, de la peur ou de l'obligation, si c'est un contexte de plaisir ou de jeu. Si vous soulevez un carton lourd en disant « attention, je vais me faire mal au dos, il faut que je fasse gaffe », votre cerveau, il est sur les dents, il est tendu. Votre sensibilité à la douleur, elle est augmentée, vous allez être plus attentif, vous allez créer des conditions pour une mauvaise expérience. C'est du conditionnement mental, encore une fois. Alors que si vous soulevez le même carton en jouant avec vos enfants, dans un état d'esprit ludique et détendu, l'expérience, elle sera juste différente. Il y a des études qui ont montré que le simple fait de recadrer une expérience change sa physiologie. Dans une étude, des participants devaient maintenir leurs mains dans de l'eau glacée. Un groupe était informé que c'était un test de tolérance à la douleur, l'autre groupe était informé que c'était un exercice bénéfique qui allait stimuler leur système immunitaire. Même eau, même température, même durée, devinez quoi? Oui, vous avez déjà la réponse, c'est le deuxième groupe qui a rapporté moins de douleur et qui a montré des réponses physiologiques différentes. Parce qu'ils ont conditionné l'expérience d'une manière différente. Alors plutôt que d'approcher le mouvement avec appréhension, avec vigilance, essayez de l'approcher avec curiosité, d'une manière ludique. Vous voyez l'exercice non pas une corvée, mais juste comme une opportunité de vous renforcer, de devenir capable. Et ce changement de perspective, il n'est pas juste psychologique, il a des effets physiologiques réels sur votre expérience. Et un autre aspect qui est souvent négligé, c'est que l'homme est un animal social. Et ça s'applique aussi au mouvement. Si vous bougez avec d'autres personnes, que ce soit dans un sport d'équipe, un cours de danse, une rando en groupe, ou juste avec vos enfants, comme on l'a dit, ça va changer les effets. D'abord, ça va rendre le mouvement intrinsèquement plus motivant. Vous ne faites pas de l'exercice par discipline, mais vous allez jouer, vous allez partager, rier. Et le mouvement va devenir un plaisir, mais pas un devoir. Votre cerveau va être penché sur autre chose. Et le contexte social, il va moduler votre perception de l'effort et de la douleur. Dans un match de foot, vous allez courir bien plus vite que vous ne le feriez seul sur un tapis. Et vous allez trouver ça beaucoup moins pénible parce que vous jouez, parce que la stratégie d'interaction, elle prend le pas sur l'inconfort musculaire. Donc bouger en groupe, ça crée un environnement d'apprentissage beaucoup plus riche. Vous observez comment les autres bougent, vous imitez, vous vous inspirez, vous découvrez naturellement de nouvelles façons de faire les choses. Au final, comme les enfants, quand ils sont à la crèche, ils vont voir n'importe qui faire une roulade, ils vont se dire « Tiens, je peux essayer de faire une roulade », mais il faut faire la même chose. Si vous avez délaissé l'activité physique, peut-être qu'une approche sociale pourrait vous aider justement à renouer avec le mouvement. On ne cherche pas un programme d'exercice solitaire, discipliné, mais une activité que vous faites avec des amis qui va vous apporter plus de joie parce que ça va masquer les quelques petits penchants de l'exercice qui pourraient vous freiner. Et on va encore aborder un petit point sur la philosophie du mouvement. On va repenser ce que signifie prévenir les blessures. L'approche traditionnelle de la prévention, elle est souvent négative et restrictive. Évitez ceci, ne pas faire cela, attention à la posture, il ne faut pas soulever trop lourd, tatati, tatata. Cette approche, elle va créer une relation au mouvement qui est basée sur la peur et le contrôle. Et paradoxalement, elle ne va pas fonctionner si bien que ça. Les blessures, elles vont rester fréquentes et peut-être même davantage que dans certaines populations. Donc on va proposer une approche plus positive de la prévention. On va chercher à construire un corps robuste et adaptable à travers une exposition progressive et variée à différentes contraintes. Au lieu d'éviter de porter des charges lourdes, plutôt se dire s'entraîner progressivement à soulever des charges de plus en plus lourdes pour que le corps devienne capable de les gérer. Au lieu de attention de ne pas faire un faux mouvement,
Plutôt se dire, tiens, je vais aller explorer différentes façons de bouger pour que mon corps soit à l'aise dans une variété de mouvements. Au lieu de se dire s'échauffer pendant 20 minutes avant tout exercice, se dire commencer l'activité progressivement en augmentant graduellement l'intensité. C'est un changement de paradigme du négatif au positif, de l'évitement à la construction et de la protection à la préparation. Parce que vous n'allez pas passer votre vie à éviter des dangers qui n'existent pas. Et c'est beaucoup plus intéressant de construire des capacités, d'explorer et devenir plus fort et plus capable que de rester dans un cercle vicieux où vous allez passer juste vos journées sur le canapé par pseudo-peur de bouger. Et maintenant qu'on a vu tout ça, maintenant qu'on a vu que le faux mouvement n'existe pas, que c'était un vrai mythe, qu'il n'y a pas de raison de penser que vous êtes faible, on va voir comment concrètement vous allez pouvoir commencer. Si vous avez passé des années dans la peur du mouvement ou dans une vie sédentaire, eh ben, la beauté du principe de progression, c'est qu'il s'applique quel que soit votre point de départ. Vous allez commencer exactement où vous êtes et vous allez progresser à partir de là. Si vous êtes très sédentaire et que même marcher 15 minutes, ça peut être un défi, ben, ça peut être votre point de départ. Vous allez commencer par des petites marches quotidiennes de 10-15 minutes. Et vous allez augmenter progressivement, peut-être en ajoutant 5 minutes par semaine. Et après quelques mois, vous marcherez confortablement pendant 1 heure. Puis, vous pourrez ajouter des variations, marcher sur des terrains un peu plus vallonnés, accélérer par moments, peut-être même commencer à courir doucement. Ce qui vous faisait peur il y a 6 mois, 1 an, est devenu une réalité et deviendra une réalité. Si vous avez peur de soulever des charges, ben vous allez commencer par des exercices au poids de corps, des squats sans charge, des pompes sur les genoux, des soulevés de terre avec un bâton. Vous allez chercher à maîtriser ces mouvements, à construire une confiance. Et vous allez ajouter progressivement de la charge, kilo par kilo. Si vous avez peur de certains mouvements à cause d'une histoire passée de douleur, ben vous allez commencer par des versions très douces de ces mouvements. Si se pencher vous fait peur, ben vous allez y aller petit à petit, à un niveau qui ne déclenche pas de douleur, pas de gêne ou pas d'appréhension. Et vous allez répéter ça quotidiennement pour réintégrer le pattern de mouvement. Et progressivement, vous allez juste aller de plus en plus loin. Sur des semaines, des mois, vous allez réentraîner votre système nerveux à accepter que ce mouvement, il est sûr et que tout le reste était juste une construction que vous avez créée autour. Le principe, il est toujours le même. Vous allez trouver un niveau de défi qui soit stimulant, mais gérable. Le pratiquer régulièrement et progresser de manière graduelle. Et pour que cette approche elle soit durable, ben on va suggérer de construire cette pratique sur plusieurs piliers. Premièrement, et c'est sans doute un des plus importants, ça va être la régularité. Ça sert à rien de bouger pendant 1 heure, une fois par semaine, mais plutôt 20 minutes tous les jours. L'adaptation se construit avec une répétition régulière du stimulus. De plus, une pratique quotidienne devient rapidement une habitude qui ne demandera plus d'effort, de volonté, plutôt que de vous dire « Ah mince, on est samedi, il faut que je me mette à faire mes 2 heures ». Et deuxièmement, la variété, comme on l'a vu, elle expose votre corps à différents types de mouvements. Et c'est ça le deuxième point, c'est la variété. Ces mouvements doivent être enrichissants. Et idéalement, votre pratique elle devrait inclure des mouvements de force, de mobilité, d'endurance et de coordination. Ça ne signifie pas faire 4 séances différentes par jour, mais plutôt avoir une routine qui intègre ces différentes qualités dans la semaine et varier vos activités sur la semaine, sur le mois. Ce n'est pas sur une journée qu'il faut le voir. Troisièmement, et c'est important, ça va être le plaisir. C'est non négociable. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous ne le ferez pas longtemps. Il va falloir trouver des formes de mouvements, d'exercices qui vous apportent un peu de joie, un peu de fun. Peut-être que danser, grimper, nager, faire du vélo en nature, jouer au basket, peu importe ce que c'est, tant que ça vous fait bouger et sourire. Et le quatrième et dernier, ça va être l'adaptabilité. Votre pratique doit s'adapter à votre vie et pas l'inverse. Certains jours, vous aurez 1 heure disponible. D'autres jours, vous aurez 5 minutes. Ben, il faut apprendre à ajuster. Une pratique imparfaite mais régulière vaut infiniment mieux qu'une pratique parfaite que vous abandonnez après 2 semaines parce qu'elle est trop contraignante ou que vous pouvez mettre en place qu'une seule fois par semaine. Mais attention, il y a une précision qu'il faut apporter, c'est que tout ce qui a été dit dans ce podcast ne signifie pas que vous devez tout faire tout seul et que la douleur, elle doit être ignorée. Si vous avez une douleur qui persiste malgré des ajustements raisonnables, si vous avez une douleur qui s'aggrave progressivement ou des symptômes neurologiques, des engourdissements ou n'importe quoi, il faut consulter un professionnel de santé. On est bien d'accord. Et justement, peut-être qu'au début, vous entourez d'un bon kiné, d'un entraîneur, d'un coach, ce sera extrêmement bénéfique pour vous lancer. Ces professionnels peuvent vous aider à concevoir une progression adaptée pour vous rassurer et surtout vous guider. L'important, ça va être de choisir des professionnels qui vont partager la philosophie de ce podcast, je l'espère, et donc celle que vous allez souhaiter explorer, qui voient votre corps comme robuste et adaptable et pas comme quelque chose de fragile et précaire, qui vont vous encourager à bouger et pas à éviter le mouvement, qui vont travailler avec vous à construire ses capacités et pas juste à gérer des symptômes.
Parce que malheureusement, et c'est le cas, tous les professionnels de santé ne vont pas partager cette approche. Et certains vont au contraire perpétuer les mythes qu'on a déconstruits aujourd'hui. Si quelqu'un vous dit que vous avez un dos fragile, eh ben vous devez éviter malheureusement cette personne. Si elle vous dit que la douleur est causée par un léger désalignement qu'il faut corriger, il va falloir peut-être chercher un deuxième avis, quelqu'un qui aura une vision un peu plus compétente de la chose. Parce que si je vous raconte une histoire, ok, on va prendre n'importe qui, Marie, voilà, elle a 45 ans. Il y a 2 ans, elle s'est penchée pour ramasser son sac et elle a ressenti une douleur fulgurante dans le bas du dos. Un faux mouvement, c'est ce qu'elle s'est dit. Elle est allée voir son médecin qui lui a prescrit forcément des anti-inflammatoires et du repos. On lui a dit d'éviter de se pencher, de porter des charges, d'être prudente avec son dos. Et Marie, elle a suivi ses conseils à la lettre puisque c'est un professionnel de santé qui lui a énoncé. Elle a arrêté son cours de danse qu'elle adorait, elle a demandé à son mari de porter les courses, elle s'asseyait et se levait avec prudence, elle prenait appui sur ses bras, etc. 6 mois plus tard, elle avait toujours mal et c'était de pire en pire. Elle se sentait de plus en plus limitée parce que la peur était constamment présente. Son dos était fragile, c'est ce qu'elle pensait, c'est ce qu'elle disait. Et elle a fini par consulter un kiné qui avait une approche différente. Et cette kiné lui a expliqué que son dos n'était pas cassé, mais que la douleur ne signifiait pas justement un dommage, que son corps il était capable de guérir et de se renforcer. Et ensemble, elles ont pu commencer un programme progressif. D'abord, des exercices simples, de la mobilité, du renfort léger. On ne cherche pas à aller au JO. Mais Marie, elle avait peur. Mais le contexte fait que la kiné était rassurante et elle avait inclus que l'inconfort, c'était normal, que le corps s'adapte. Et petit à petit, semaine après semaine, la patiente a progressé. Les exercices devenaient plus faciles. Et parfois, même si elle avait des petits épisodes de douleur, au lieu de paniquer, elle se rappelait que c'était juste sa progression qui avançait. Et semaine après semaine, au bout de quelques mois, elle a pu commencer à reprendre la danse. D'abord doucement et avec de plus en plus de liberté. Et au fur et à mesure, elle était de plus en plus active qu'elle ne l'avait été pendant les dernières années. Parce que la douleur, c'était juste un souvenir. Et qu'est-ce qui avait changé? Son dos, il n'était pas devenu parfait. L'IRM montrait toujours les mêmes anomalies, même s'il n'y en avait pas tant que ça. Mais ses muscles s'étaient renforcés et sa mobilité avait augmenté. C'est une confiance qu'elle avait reconstruite avec elle-même. Son cerveau avait appris que bouger, c'était juste sûr, naturel et que ce n'était pas dangereux. Marie, elle n'avait jamais fait de faux mouvements. Elle avait juste eu un épisode de douleur dans un contexte de déconditionnement, de stress. Et en reconstruisant progressivement ses capacités et sa confiance, elle a juste retrouvé une vie pleine et active. Et votre histoire ou celle d'un proche peut sans doute être très très similaire à celle de Marie. Voilà, on arrive un petit peu au terme de ce voyage à travers le mythe du faux mouvement. Donc on va récapituler un petit peu ce qu'on a vu. C'est que le faux mouvement tel qu'on le conçoit, il n'existe pas. Votre corps, il n'est pas fragile au point qu'un geste banal puisse le briser. Donc quand vous avez soudainement mal après un mouvement ordinaire, vous n'avez rien endommagé. Votre système nerveux a juste réagi, souvent à cause d'un ensemble de facteurs qui ont préexisté comme un déconditionnement, ajouté à du stress, ajouté à de la fatigue. Votre corps, c'est justement une machine d'adaptation extraordinaire. L'ensemble, vos os, vos muscles, vos tendons, votre système nerveux, tout s'adapte constamment aux demandes que vous leur imposez. Et cette capacité, c'est votre plus grand atout pour construire un corps robuste et résilient. La clé pour exploiter cette capacité d'adaptation, c'est la progression. En imposant progressivement des demandes légères, croissantes à votre corps, en lui donnant le temps de récupérer et de s'adapter, vous allez pouvoir développer des capacités extraordinaires que vous n'imaginiez pas un an auparavant. Et ce principe s'applique que vous partiez d'un état très sédentaire ou que vous soyez déjà actif. La meilleure prévention des blessures, ça ne va pas être d'éviter le mouvement par peur, mais de construire un corps capable de gérer une grande variété de mouvements et de charges. Et c'est un changement de paradigme de la protection à la préparation, de l'évitement à la construction. Il n'y a pas de bon ou de mauvais mouvements dans l'absolu. Il y a des mouvements que votre corps est actuellement capable de gérer et des mouvements qui dépassent ses capacités actuelles. Point. La différence, elle n'est pas intrinsèque au mouvement, elle est juste intrinsèque à votre état de préparation. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est juste de vous libérer de cette peur constante du faux mouvement, de ce mythe, de cette connerie. La libération de l'hypervigilance sur la bonne posture, la libération de l'idée que votre corps est fragile et imprévisible. Votre corps, il est robuste, il est adaptable et il est conçu pour bouger, pour être défié, pour se renforcer face à tout et n'importe quoi, tant que c'est fait petit à petit. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir être imprudent ou ignorer la douleur. Ça signifie que l'approche du mouvement, elle doit se faire avec une confiance plutôt qu'avec une peur, avec une curiosité plutôt qu'avec une rigidité. Vous allez commencer où vous êtes, vous allez bouger régulièrement, progresser graduellement, varier vos mouvements, écoutez votre corps
avec intelligence, sans paniquer, et trouver du plaisir, du fun dans le mouvement. On veut s'amuser. Si vous faites ça, et dans 6 mois, dans 1 an, vous serez étonné de ce que vous avez pu faire. Vous vous sentirez plus fort, plus capable, plus libre. Et vous rirez peut-être en repensant au moment où vous vous êtes dit que « Ah, j'avais peur de ramasser ma chaussette !» Parce que le mouvement, c'est la vie. Tout dans votre biologie est conçu pour bouger. Vos articulations sont des chefs-d'œuvre d'ingénierie mécanique. C'est une pure beauté. C'est un miracle. Vos muscles, c'est des moteurs qui sont fascinants. Votre système nerveux, il est capable d'une sophistication de contrôle inouïe. Et pendant des millions d'années, nos ancêtres, ils ont couru, grimpé, sauté, porté, tiré, poussé, tout. Ils n'avaient pas peur du faux mouvement. Ils bougeaient parce que c'était nécessaire à leur survie et que leurs corps se sont adaptés pour ça. Et aujourd'hui, le mouvement n'est plus nécessaire à notre survie immédiate parce qu'on a construit un monde de bisounours. Nous pouvons vivre une vie entière à être assis, mais notre biologie, elle n'a pas changé. Nous avons toujours des corps qui ont été conçus pour bouger et qui ont surtout besoin, qui ont une nécessité du mouvement. Et en refusant de bouger par peur, à l'inverse, on ne se protège pas du tout. On se prive de ce pourquoi on est fait. On va créer une dissonance entre notre nature biologique et notre comportement. Et cette dissonance, elle va se manifester par de la douleur, de la faiblesse et de la maladie. Alors il est temps de bouger, pas parce que vous devriez, pas par discipline ou par obligation, mais bouger parce que c'est votre droit, c'est ce qui est fait pour un être humain. Si vous bougez parce que ça fait du bien, et ben c'est juste parce que c'est le cas. Bouger, ça va juste vous rendre vivant. Et si un jour vous avez mal après un mouvement, ne vous dites pas « Ah, j'ai fait un faux mouvement ». Dites-vous juste que « Ah, mon corps me parle. Et qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce que je dois apprendre de cette expérience ?» Ok, c'est ça que vous devez vous dire. C'est un changement de point de vue. Et voilà. Bon, on arrive au fin fond de cet épisode. J'espère qu'il vous a donné un petit peu de matière à réflexion et surtout qu'il vous a libéré de quelques croyances, de quelques peurs autour du mouvement. Alors n'hésitez pas à le partager à vos proches qui en auraient peut-être besoin ou quelqu'un qui vit dans la peur de son propre corps. Ces idées méritent d'être diffusées largement parce que ce mythe a posé problème à beaucoup trop de monde. Ok ? Alors prenez soin de vous, bougez avec joie, avec confiance, amusez-vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. Allez, la bise.